Quand on parle d'un lac où il y a de la moucheté de 5-6 livres, puis de la grise de 20 livres, c'est un lac de qualité. Germain Chevrolet Saint-Raymond, fier partenaire de l'émission La pêche dans la peau avec Samuel Gendron. Parce que ton nouveau camion, il est chez Germain Chevrolet Saint-Raymond. Aujourd'hui, on s'en va au lac Témiscouata. C'est un beau lac à Cabano. On va rencontrer un ami, Denis Rossignol, qui connaît super bien ce lac-là. C'est l'embouchure de la rivière Cabano qui jette dans le lac Témiscouata. J'adore ça, venir ici. C'est bon 10 jours par année, quand j'ai la chance de passer. Pendant ces 10 jours-là, il y a la belle truite ici. Au printemps comme ça, qui se tient sur le bord, sous le pont. Je prends une chance, c'est tellement beau ici. De toute façon, ça me fait relaxer après une grosse journée. Puis j'ai des belles surprises souvent. On va voir aujourd'hui si c'est le cas. Au fil du temps, j'ai souvent vu les mêmes personnes. Il y a un monsieur qui vient Il me dit qu'il vient tous les jours pendant les bons temps de cette pêche-là ici. Puis le monsieur, il a sa chaise roulante, il a son lunch, il a tous ses équipements. Et puis il est là, fidèle au poste. Puis quand j'ai la chance de passer dans le bon moment, il me reconnaît. Puis « Ah, comment ça va? » Puis on a comme créé une relation qu'on se voit une fois par année pendant 1 heure. Mais c'est super bon monsieur. Puis il y en a un autre avec, je me rappelle pas de son nom. Ils sont toujours ensemble, là, dans ce fameux moment-là de l'année. Ouais, bien c'est tranquille finalement. D'après moi, soit que je suis trop tôt ou trop tard, puis que la truite elle a déjà commencé à remonter vers le lac, plus au centre. C'est pas plus grave que ça. Il faisait beau. Toujours content de passer ici.
On est parti! On va commencer par faire une passe à vraiment chercher le poisson, il est où? En grosse? Ouais. Grosse grise. On va descendre en passant la grosse grise. J'ai 2 places pour être capable de jiguer. Fait que, mais qu'on arrive dans les spots, on va passer, on va sortir les cannes à jiguer. Après ça, plus tard à soir, vu que c'est meilleur pour la moucheter sur le soir, on va revenir avec les 2 baies sur le bord complètement pour pogner le taux de moucheté. Parce qu'il va trop vite, le bateau, quoi? Oui, ça dépend toujours de quelle espèce que tu pêches. Comme là, on va y aller en profondeur. Fait qu'en allant en profondeur, avec les leurres que j'ai, il ne faut pas aller beaucoup plus que 1,5 000 à l'heure à peu près environ. On va essayer la grosse. Là. C'est quand on prend des truites avec ça. C'est un très, très bon leurre pour le Témiscouata. On s'entend, on le démontre. Il est là. Je n'ai pas... Ce matin, là, la grosse qu'on a poignée encore, c'est encore avec ça. Fait que c'est parce qu'il y a une limite. Les gens qui viennent ici, souvent, puis ils veulent partir avec une truite, c'est 60 cm. 60 cm, c'est quand même une super de belle grosseur de poisson. Là. Fait que si on ne pêche pas avec ça, souvent, on va capturer des poissons, mais on va être pris pour les remettre à l'eau. Fait que souvent, je vais en prendre une, parce que nous, moi avec moi, on ne fait pas de quota de grise. Là. Fait que le canne à l'eau, la ligne plombée, les cannes que j'ai, là, ça descend de 5 pieds par couleur. Fait qu'on descend environ, le poisson est à 50. On descend de 8 couleurs, ça donne 40. Fait que c'est 10 pieds en haut du poisson, puis on a un leurre qui fait c'est tous des leurres floating, des leurres qui flottent. Fait que dans le fond, là, à partir de là, on est comme juste 5-6 pieds en haut du poisson. Parce que l'erreur, ce que les gens font souvent, c'est qu'ils vont pêcher le poisson à 50, ils pêchent à 50. Mais s'ils passent à la même hauteur que le poisson, ça donne une vue vraiment, ça voit juste vers en haut et non vers les côtés, vraiment vers en bas. Fait que c'est une erreur que les gens font souvent. Ils vont pêcher toujours trop profond. Puis la truite grise, ça prend une bonne tension, ces cannes. Tu sais, souvent, c'est un poisson qui va fort, il va foncer vers le bateau, puis il va faire des tours sur lui-même. Fait que ça prend une bonne tension sur la canne. Quand tu rilles, il faut vraiment que ta canne reste toujours ronde quand tu prends une belle grise. Sinon, ça casse, ça coupe, parce que là, quand elle tourne sur elle-même, quand on utilise des leurres un peu plus petits, là, c'est correct, je suis dans l'excessif, mais quand on utilise un leurre un peu plus petit, souvent, c'est que le fil va rentrer 2 fois dans la bouche, avec les dents, ça va couper. Ça, c'est très, On est à 44 tout l'avant-midi, on est rendu à 49. Fait que 49, là, la bonne pêche à la truite grise, elle s'en vient. Là. Dans le 50-55, là, ça, c'est la température que la grise adore. Ça est rendu là. C'est en plein ça. Fait que là, on regarde le poisson qui était à 60, 50 ou quoi que ce soit. Bien là, il va commencer à monter. Il devrait monter à peu près dans le 30 pieds. Dans le 30 pieds, bien, c'est la meilleure place pour pêcher. Parce que ton poisson, il est comme entre deux eaux. Il est en dessous des bancs de perche chaude, en dessous des bancs pointus. Fait qu'il est comme juste là. Puis il y a encore une visibilité où tu es capable d'y mettre un leurre et qu'il le voie. Parce que dans le 50-60, le leurre, c'est la vibration. Tu vois, là, c'est le claquement des leurres. C'est pour ça que je prends des leurres avec des billes, avec des chapelets en avant, pour vraiment faire de l'activation dans l'eau, pour attirer le poisson. Ouais. C'est vraiment ça qui va venir. Ça, là, c'est toutes des belles grises, là, qui sont là, à la même place là, que 120 pieds. Ça veut dire qu'il est à 50. Il y en a qui frôlent le 40, 50 pieds, 47, 48. Il faut être à 45. Ça, c'est de quoi qui est bon aussi. Jouer avec les cannes en arrière, c'est vraiment parce que la truite, souvent, va suivre ton leurre, mais là, directement, quand tu en donnes un peu, tu l'arrêtes, ton leurre va faire des effets bizarres dans l'eau, puis c'est là que la truite va vraiment l'attaquer. C'est tous des sites de pêche qui sont géolocalisés sur l'application. Fait que quand on clique, on prend le téléphone, on le met à côté, on est géolocalisé, fait qu'on arrive directement à la bonne endroit. Ça, l'endroit, c'est peut-être 25 % du résultat. Mais quand on arrive, on décortique là-dedans, c'est que nous, les 19 personnes qu'on travaille, on a plus de 300 000 heures d'expérience là-dedans. Là. C'est fou, là. C'est tous des gens qui ça fait au moins 20 000 heures qui pêchent ou quoi que ce soit dans les années. C'est qu'on va tout te donner la technique de pêche utilisée. C'est comme là, on commence avec une technique de pêche à ligne plombée pour aller chercher des poissons dans le fond. Tantôt, on va faire de la jig. Lorsqu'on va localiser nos bancs de poissons, on va faire de la jig avec ça. Puis on va revenir en surface pour la moucheter. C'est tout quelque chose qui est bien indiqué avec des vidéos. Sur chaque site de pêche, tu as la vidéo, tu as la technique de pêche en écriture, parce qu'il y a des gens qui sont plus visuels. Il y a des gens qui sont plus vraiment avec des choses écrites.
vraiment la grosseur du fil, comment installer le nombre de pieds, le nombre de pouces. Il y a des gens que c'est important pour eux autres, ça, sur ce côté-là. Puis, on a la photo des meilleurs leurres. Comme moi, exemple, j'ai un coffre sur le lac Témiscouata. Ça fait 28 ans que je le pêche. Bien, depuis 28 ans, j'ai toujours, quand j'ai un bon leurre, il va dans mon coffre du Témiscouata. Il ne va pas dans un coffre. Mes coffres sont sélectionnés, moi, pas par les couleurs, par les marques. Les coffres par région. Ouais. Toujours par région. J'ai guidé pendant 10 ans sur le lac Massawippi. Bien, mon lac Massawippi, j'avais mon coffre que tous les bons leurres que j'avais des bons résultats, bien, il allait dans ce coffre-là. Fait que quand tu pars, parce que si on pêche la truite grise au Memphremagog versus sur le lac Témiscouata, c'est très différent. C'est pas le même poisson à pas. Fait qu'on va pêcher le Memphremagog, Massawippi, c'est des bancs d'éperlans qui sont en suspension. Le poisson il est toujours en dessous de ça, il va suivre les bancs d'éperlans. Tu n'auras jamais un éperlin qui va être dans 50-60 pieds d'eau, ou très, très rarement, comparativement ici, que le pointu peut descendre vraiment profondément. Michel, il existe beaucoup de territoires au Québec. Les ZEC, les zones protégées, la CEPAC. Il y a plusieurs termes comme ça existants sur le marché. J'aimerais ça que tu m'en parles et essayer de démêler ça pour les gens pour qu'on comprenne bien là, chacun de ces termes-là, qu'est-ce qu'ils veulent dire là? À la base, il y a des territoires libres. Territoires, on appelle ça des terres de la couronne, qui font partie du patrimoine québécois. Tout le monde peut aller chasser là, tout le monde peut aller pêcher là. Donc, il peut y avoir au nord d'un village, de région, une succession de chapelets de lacs où on peut aller camper, pêcher là, en ayant juste son permis. Alors ça nous appartient. D'autre part, il peut y avoir près des territoires de la couronne, plus au nord ou plus au sud, des zones d'exploitation contrôlées, dites des ZEC. Pour aller dans une ZEC, il faut avant tout s'enregistrer. Donc, pour aller sur ce type de territoire-là, il faut défrayer un coût lié à l'activité en question. Et on peut, dans ces ZEC-là, également devenir membre de ces ZEC-là. Alors, si on veut pratiquer plusieurs activités à caractère faunique, on peut devenir membre dans une ZEC. Au-delà de tout ça, il y a les pourvoiries. Les pourvoyeurs du Québec, ce sont des aubergistes en forêt qui offrent divers types de forfaits, notamment des forfaits comprenant de l'hébergement. Donc, tout dépendamment de l'intérêt du pourvoyeur, il y en a pour tous les goûts. Il y a des pourvoiries qui sont accessibles par avion. Il y a des pourvoiries qui sont tout proches des grands centres, où on va même faire des parcs d'enfants, où on va installer des trampolines, où on va greffer à l'activité de chasse et de pêche d'autres types d'activités. Un autre type fort connu aussi d'environnement de pêche et de chasse, c'est évidemment le réseau de la CEPAC. La CEPAC, c'est un organisme gouvernemental qui offre également de la pêche à la journée, de la chasse à la journée, des forfaits, peu importe la nature du forfait. Ça peut être du camping, ça peut être des petits camps, ça peut être des refuges, ça peut être des beaux chalets. Et il y a aussi, lié à la CEPAC, les parcs nationaux. Les parcs nationaux, contrairement peut-être à la croyance populaire, il y a de la pêche qui se fait là. La différence entre une réserve faunique et un parc national, c'est que dans les réserves fauniques, on va autoriser, à titre d'exemple, l'exploitation forestière et on va aussi également aménager des plans d'eau, soit aménager des frayères et ou ensemencer. Un parc national, à titre d'exemple, comme le parc national du Mont-Tremblant, il n'y a pas de coupe forestière, il n'y a pas d'aménagement de cette nature-là. Et on ne va pas jouer sur le caractère naturel de l'écosystème en question. Donc, c'est du poisson totalement sauvage. La pêche dans la peau, c'est une émission à la station CJSR.
C'est aussi une page Facebook et une très belle communauté. Suivez-nous, on va y mettre les émissions et même des extraits inédits. Dans le fond, on fait les suivis des pêcheurs, donc le nombre de pêcheurs qui ont pêché pour voir la pression de pêche et le poids aussi des poissons. Donc, on pèse tous les quotas qui sont pris, qui sont 50 poissons par pêcheur par jour, et pour avoir une idée globale de la quantité de poissons qui sont sortis, pour être sûr de garder la population en santé, la population du Corrigan nain. Vendredi soir, ça sautait par-dessus, puis j'avais de la misère à regarder. C'est un poisson qui monte en bas, puis qui va monter quand tu vas faire plus noir. Là, il fait soleil, là, il ne monte pas. Là. Quand tu vas faire noir, en tout cas, quand ça va commencer à être sombre, les bancs de poissons vont commencer à monter. Alors, à l'épuisette, on va s'en ramasser des épuisettés. Quand on est venu ici au tout début, je les ai déjà eu comme des 1000 pêcheurs. Et on voyait des feux de camp tout le long de la rivière, sur à peu près 1 kilomètre de long. Ça, c'est pas toujours pêcher à l'épuisette, le Corrigan. Par les Autochtones, oui. Quand les Blancs sont arrivés, tout ça, ils sont mis à l'attraper au filet. On tendait des filets de 100 pieds de long, des filets maillant d'1 pouce. Alors, on étendait nos filets le soir vers l'heure du souper, puis là, on relevait les filets le lendemain matin. Ça se faisait à l'embouchure, dans le lac Témiscouata, à l'embouchure de la rivière. C'est ce qui a fait beaucoup diminuer la population de Corrigan dans le lac Témiscouata. Et aussi, on attrapait beaucoup de touladi. Le but était, il ne faut pas attraper la truite grise. Donc, le ministère, en 85, pendant 2 ans, ils ont analysé la chose. En 85, ils ont dit, bon, ça y est, tout le monde, vous allez pêcher ça autrement. Fait que là, ils nous ont dit, bonjour Denis, ils nous ont dit, vous allez prendre des épuisettes, vous allez le pêcher le long de la rivière. Et puis, ça permettait aussi à tout le monde de pouvoir le pêcher aussi. Parce qu'avant, quand c'était pas comme ça prenait quelqu'un qui avait son camp à rivière, son camp sur le bord du lac, qui avait une embarcation, un bateau. Pour étendre un filet, ça te prend un bateau, un moteur et tout ça. Tandis qu'à cette heure, vous avez besoin juste d'une paire de bottes, d'une épuisette, d'une chaudière, puis votre sourire, puis bien du monde autour de vous qui jase. Ouais. Ça prend combien de temps pour en prendre une cinquantaine, justement, le quota? 3 filets. Ah! 3-4 filets, c'est quand ça monte bien. Ça cogne après vos bottes. Ah oui? Oui, oui. Non, c'est vraiment c'est spécial. D'ailleurs, ça va mal aller. Et on revenait. Je l'ai donné au village. Mais ils ne vendaient pas de ça, c'était pour la famille. Ils ont été 10 dans la maison qui vendaient de ça. Hein? Tout le monde avait un peu de misère à arriver. Puis quand le pointu, là, ils s'en ramassaient puis ils s'en mettaient en canne. Dans ce temps-là, ils le mettaient en pot. Là. Ils faisaient cuire. Ouais, en pot, c'est ça. Parce que tu as 2 quotas, sans poisson, c'est pas assez long.
Hein, ça s'enlève vraiment bien. Fait que là, aujourd'hui, on va faire une papillote avec tomates séchées à l'intérieur. On va mettre basilic, citron. Puis on va envoyer ça au four avec un petit peu d'huile d'olive, sel, poivre. Puis pendant ce temps-là, on va se préparer un beurre blanc. On va mettre des tomates séchées, des tomates, belle feuille de basilic, belle feuille dans chaque, petite tranche de citron. C'est des bons roseurs de goût. On va rajouter un petit peu d'huile. Poivre. Sel. Puis on va mettre ça au four un 10 à 15 minutes à 400. Oui. On est rendu à l'étape du beurre blanc. Oui. On va mettre notre vin blanc. Et notre échalote grise. Toi, la pêche, ça a commencé quand pour toi, dans tes souvenirs? Les photos que j'ai eues, là, c'est j'ai 2 ou 3 ans. On est sur le secteur Tourilly. OK, ouais. Ici, pas loin. Avec mes parents, puis mon frère. Ma soeur était trop jeune. Et on allait je me rappelle, c'est le lac, c'était le Forgette. Oui. Petit lac où il y a beaucoup de truites. La 8-10 pouces. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a beaucoup. Puis je me rappelle, avec mon frère et mes parents, ça n'avait pas été long. On avait pris nos quotas. Puis là, puis beaucoup sur la rivière Moïse et Grand-Batiscan, mes oncles qui ont un chalet là. Donc, je passais tous mes étés. Moi, dans le fond, moi, avec mon frère, on ramassait des vers de terre. Oui. Puis mes oncles, ils me montaient à la pêche. Puis je leur ramassais leurs vers. Dans le fond, c'est le péri de la fin de semaine. Fait qu'ils m'emmenaient là, puis on faisait vraiment des belles pêches, là. Puis je passais, moi, j'aimais ça aussi, arranger le poisson. Fait que le soir, on revenait, puis on était une grosse gang. Des fois, on avait 150, 180. J'arrangeais tout le poisson. On avait une belle petite cabane à la pêche. Puis après ça, mon oncle, il faisait vraiment à le style Grand-Batiscan, là, char lunch, disons, sur le feu dehors. On enlevait la peau avec la fourchette, puis on... Oui, tout à fait. Puis on mettait ça dans une chapelure de biscuit soda qui est cuit, dans le fond, sur le feu avec margarine, graisse, vrai beurre puis de l'huile. Faut qu'il y en ait, là. On mettait ça, après ça, des oignons. Oui. Puis on pouvait en manger là, toute la soirée. Là, sur le bord du feu. Un beau souvenir. Oui, c'est presque réduit à sec. On va mettre notre beurre. Une bonne livre de beurre. Une demi-livre. Une demi-livre? Oui. Parfait. On va mettre un peu de crème. C'est le poivre. Mettre un peu de basilic. L'important, c'est de ne pas faire bouillir. OK. Pas que ça se dissocie, dans le fond. Je vais prendre ça ici. Pour le détacher, là, j'aime bien peser un peu là-dessus, sur le dessus. Puis après ça, tout se déchasse tranquillement comme ça. Oui, la chair est blanche, hein? Oui, vraiment, là, c'est tout nouveau puis c'est super intéressant. Oh, t'as ça. Ah oui. Oui. Vraiment. Ah! Hey, Jeff, merci beaucoup. C'est vraiment, encore une fois, là, c'est délicieux, c'est doux, ça fond dans la bouche. Puis la sauce que tu as faite, là, à se marier, c'est juste parfait. Good. Moi, j'ai toujours adoré en ruisseau la petite pêche avec les petites truites. Mon père m'amenait là, il n'y a pas de problème sur ce côté-là. T'sais, on adorait ça, on passait des super de belles journées. À ma fête, le 29 juin, c'était toujours ça. On partait avec une sortie de pêche dans le bois, des belles petites truites, quoi que ce soit. Mais quand j'ai eu l'opportunité que quelqu'un m'amène dans une embarcation comme ça, qui était quelqu'un qui travaillait vraiment à l'extérieur, puis qui m'a fait prendre une truite de 5-6 livres la première fois, là, j'ai complètement déconnecté. C'est comme là, ça, j'aime ça, c'est vraiment ce côté-là. La passion, elle a embarqué, elle a redoublé, je La passion, elle a embarqué là-dedans. J'avais un ami en commun avec moi là, qui m'a... Quand j'arrivais à Montréal, je l'ai connu au Sobeys. Je vais le nommer, Louis Simoneau, c'est quelqu'un qu'on a toujours... On s'est apprécié à partir de la première journée qu'on a travaillé ensemble. Lui, il pêchait beaucoup. Lui, il avait l'opportunité d'avoir plus de pêche dans sa famille qui ont montré à pêcher ou quoi que ce soit. Il allait sur le même Magog, Massawippi, de ce côté-là. Fait qu'on a travaillé ensemble là-dedans, puis j'ai vraiment
J'ai vraiment évolué avec ma passion comme ça. Puis on a travaillé énormément en des heures de pêche, des essais-erreurs, comme je disais tantôt. On a acheté des cannes, les cannes n'étaient pas bonnes. On a gaspillé un petit peu. Ça m'a coûté à peu près 40 000 pour apprendre à pêcher dans l'espace de 8-10 ans. C'est ça. On a fait une passe au gros calibre. Ça n'a pas fonctionné. Ce matin, ça a fonctionné un petit peu. Là, regarde, on va redescendre. La journée diminue tranquillement. On va redescendre vraiment avec un calibre de l'or que je vais vous montrer, le plus petit, qui va être environ à pêcher entre 8 et 13 pieds d'eau. Ça va être plus pour la mouchetée. La mouchetée ou la grise. Il y a beaucoup de petites grises qui vont se tenir plus à la surface. Vraiment un petit leurre articulé de 3 pouces comme ça, 2 pouces et demi de 3 pouces. Toujours dans l'articulé, moi j'aime bien parce qu'on peut y aller à plus basse vitesse quand l'eau est froide comme ça. Fait que, on a de l'eau à 43, 44, fait que c'est vraiment pas chaud. Fait que ça donne un temps de réaction un peu plus. C'est un très, très bon leurre ici là, pour le lac Témiscouata. Puis en haut, ben, on met une cuillère. La cuillère Sutton, elle reste toujours très, très bonne. Une Sutton, ça attire la grise, mais ça attire les très belles mouchetées là, sur ce côté-là. Fait qu'on va y aller avec ça. La façon qu'on utilise ça, c'est facile, c'est qu'on met toujours 2 fois plus de longueur. Vous regardez, la cuillère est à mi-canne environ. Puis après ça, on va mettre la cuillère qui va être en surface avec un leurre, avec une petite bavette vraiment pour pouvoir plonger. Fait qu'on laisse le leurre plonger comme ça ici. On en regarde, il travaille très bien. Simplement démancher la petite cuillère comme ça ici. On va la pitcher à l'eau. On va la faire passer par-dessus notre fil. Fait qu'on regarde dans l'eau, ça travaille très, très, très bien. C'est pas des lacs de quantité, ici. Quand on parle d'un lac où il y a de la mouchetée de 5-6 livres, puis de la grise de 20 livres, c'est un lac de qualité. C'est pas que tu rempliras pas, tu feras pas des quotas de moucheté ici, là, sur ce côté-là. Là. Ouais, c'est vraiment, les gens viennent pour pogner le plus gros truite à vie, dans le fond. C'est une place pour venir, c'est ici. Là. Mais moi, je pense que le lac ici, il est juste suralimenté. Il y avait de la pêche à perche chaude commerciale ici avant. Là, il n'y a plus rien de ça. Plus de pêche perche chaude commerciale. Puis ici, dans la région, de la perche chaude, personne ne pêche ça. Là, comparativement à Montréal, où les gens se battent sur le lac Champlain, sur le fleuve, ils vont prendre de la perche chaude. C'est méprisé ici. Puis c'est un poisson qui est tellement bon, c'est fou, là. Fait que c'est juste ça, moi, que je pense. Parce que pour le poisson, il y en a énormément. Écoute, je pêche ici. On arrive dans les sonores. Un sonore, ça se trompe pas au jour d'aujourd'hui, là. Puis on voit énormément de poissons. C'est juste que s'il est suralimenté, bien, il va moins mordre. Le poisson, il est tout dans 50 pieds. C'est le gros, là. Ouais. D'habitude, la grise, on en voit dans le fond, c'est là. 18, 20 pieds. Allez, allô, allô, allô.